famille Omar Bongo, président du Gabon, ses épouses et ses enfants. Albert Bernard Bongo, président de la République gabonaise de 1967 à 2009, est mort à Barcelone le 8 juin 2009. Depuis le retrait de Fidel Castro en février 2008, il était le dirigeant en exercice le plus ancien de la planète. Né à Lewé, dans le Haut-Goué en 1935, il débute comme fonctionnaire des postes à Brazzaville. Après son service militaire, il est affecté au ministère des Affaires étrangères. En 1962, devient directeur adjoint du cabinet du président Mba. Après la tentative de coup d'État de 1964, il occupe une place grandissante auprès du président en tant que chef de cabinet. Il cumule divers postes, dont celui de ministre de la Défense. Afin de préparer la succession de Léon Mba déclinant, le général de Gaulle et son éminence grise en charge des affaires africaines, Jacques Foccart, décident, avec le soutien du président gabonais moribond, de faire d'Albert Bongo l'héritier du pouvoir. À cet effet, ce dernier prend en novembre 1966 le titre de vice-président. Il accède à la présidence de la République gabonaise le 28 novembre 1967, à la mort de Léon Mba. En Afrique, le pouvoir, ça se prend et ça ne se rend pas. Omar Bongo Ondimba a appliqué sa devise à la lettre. Durant 41 ans, il a été le « patron » au Gabon, jusqu'à ce que le cancer l'emporte un certain 8 juin 2009 à 14h02, heure officielle du décès, dans une clinique de Barcelone, loin de sa Bongoville natale. Dès son arrivée au pouvoir en 1967, Omar Bongo impose le Parti démocratique gabonais, PDG, sa propre formation politique créée le 12 mars 1968, comme parti unique et dirige d'une main de fer, profitant notamment de la manne pétrolière de son pays. En 1973, converti à l'islam, Albert Bernard Bongo devient El Hadj Omar Bongo, auquel il ajoutera Ondimba, le nom de son père, en 2003. Pendant un règne qu'il a conservé sans partage sur son pays, Omar Bongo Ondimba est également parvenu à s'imposer au-delà des frontières gabonaises comme un interlocuteur incontournable dans toutes les crises de la région et d'ailleurs. Omar Bongo a eu 33 femmes et aurait reconnu 53 ou 54 enfants, même s'il n'aurait été marié que 2 fois civilement, avec Marie-Joséphine Kama et Edith Sassou Nguesso. Son premier enfant connu, Pascaline Bongo Ondimba, 1956, est le fruit d'une idylle avec Louise Mouyabi Moukala, fille d'un ancien chauffeur du général de Gaulle, Mouyabi Moukala, alors que le jeune Albert, Omar après sa conversion à l'islam, n'a que 19 ans et est un employé de poste. Diplômée de l'École nationale d'administration française, Pascaline Bongo Ondimba est sa directrice de cabinet et épouse de Paul Toungui, ministre d'État chargé des Affaires étrangères. Ses fréquents déplacements à Paris et à New York lui valent d'être considérée comme la gestionnaire de la fortune paternelle. Elle est également l'ancienne compagne de Jean Ping, candidat à l'élection présidentielle de 2016, avec qui il a 2 enfants 54. En octobre 1959, il épouse Marie-Joséphine Kama, plus connue sous son nom d'artiste Patience Dabani, une chanteuse âgée de 15 ans qui lui donnera 2 enfants, Ali Bongo, 1959, et Albertine Amissa Bongo, 1961-1993. Ali Bongo a été ministre de la Défense du Gabon de 1999 à 2009 et a succédé à son père à la présidence de la République en 2009. Juste après son divorce avec Patience Dabani, il entame une idylle avec Chantal Miboto, la fille de Zachary Miboto, membre du gouvernement de 1978 à 2001. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés, ils ont eu une fille, Onaïda Maïcha Bongo Ondimba, en décembre 1990. Chantal Miboto se mariera avec Paul-Marie Gonjou, une figure de l'opposition. Il se marie religieusement en 1987 avec la ressortissante mauricienne Denab Perrault, alors âgée de 17 ans, dont la tante travaillait au palais présidentiel et avec laquelle il a eu 2 fils, Ahmed et Youssouf Ali Bongo, nés vers 1991 et 1993. Le 4 août 1990, Omar Bongo a épousé Edith Sassou Nguesso,
la fille aînée du président congolais Denis Sassou Nguesso. De cette union naquirent 2 enfants, Yacine Kenny Bongo Ondimba, 1991, et Omar Denis Junior Bongo Ondimba, 1994. Il a eu 2 enfants avec sa maîtresse Marie-Madeleine Mborancio, qu'il a nommée à la tête de la Cour constitutionnelle, dont l'un est Fabrice Andjoua. Parmi les autres enfants, on compte Anissé et Christian Bongo, 1967, fils de Cecilia Ndjavenjoua, née Otouma Dabani, la sœur de sa première femme Marie-Joséphine Kama. Flore Bongo, l'une des filles d'Omar Bongo et d'Antoinette Diop, sœur de Mamadou Diop, qui a été secrétaire général de la présidence de la République gabonaise, le riche entrepreneur Édouard Valentin, le père de la femme d'Ali Bongo, Sylvia Valentin, se serait remarié avec Flore Bongo, faisant de lui à la fois le beau-père et le beau-frère d'Ali Bongo. Hermine Diop Bongo, DG de la compagnie aérienne Nouvelle Air Affaires Gabon. Alex Bernard d'Oliveira Bongo, secrétaire général de Gabon Télécom, Albert Fabrice, Frédéric, Landry Mandji Bongo, Arthur, ancien pilote de l'avion présidentiel, Alfred. Audrey, Jeff, Grace, Nadine et Betty sont des enfants adoptés. Annie Konkonko. Agathe est née le 6 janvier 2009 d'Annie Christelle Limbourg 52, secrétaire général adjoint du Conseil des ministres pendant 16 ans. Il a également eu des enfants avec Gisèle Moublet, sœur du ministre Paco Moublet Boubeya, ou encore Denise Massar, sœur du ministre Étienne Massar. Ex-femme de Omar Bongo, Edith Lucie Bongo Ondimba, 10 mars 1964 – 14 mars 2009, a été la première dame du Gabon en tant qu'épouse du président Omar Bongo de 1989 à 2009. Le chef d'État le plus ancien d'Afrique est décédé après une longue maladie au Maroc à l'âge de 45 ans, a annoncé la présidence. Elle n'a pas précisé la nature de sa maladie. Edith Lucie Bongo Ondimba, la fille aînée du président Denis Sassou Nguesso du Congo, est décédée à 1620 GMT à Rabat, au Maroc, où elle était sous traitement depuis plusieurs mois. Son mariage avec le président Bongo, le 4 août 1989, aurait été considéré politiquement comme un exemple de coopération entre les 2 pays. Suite à son décès, il a été annoncé à la télévision gabonaise le 6 mai 2009 qu'Omar Bongo suspendait temporairement ses activités en tant que président afin de reprendre des forces et du repos. L'annonce a souligné que Bongo avait été profondément affecté par la maladie et le décès de son épouse. Le président Bongo est décédé un mois plus tard, le 8 juin 2009, près de 3 mois après la mort d'Edith, dans une clinique de Barcelone, en Espagne. Gabon, voici comment Omar Bongo a assassiné l'amant d'E Patience Dabani. Une histoire peu connue dans les affaires france-africaines. C'est l'histoire d'un chef d'État qui, cocufié à plusieurs reprises par son épouse, a tout simplement décidé de fomenter l'assassinat de l'amant français de celle-ci et ce, sur le territoire français. Le jeune Albert Bernard Bongo rencontre Marie-Joséphine Nkama en 1958, celle-ci est alors âgée de 14, les jeunes tourtereaux convolent en juste noces 1 an plus tard. En 1967, Albert Bernard Bongo devient président de la République du Gabon. Quelques années plus tard, le couple présidentiel bat de l'aile, Madame Bongo, Patience Dabani, trompe son mari et celui-ci ne le supporte pas. En janvier 1979, Omar Bongo découvre le pot aux roses, son épouse le trompe avec Robert Long, peintre en bâtiment français qui travaille comme décorateur au palais présidentiel. Le 16 janvier 1979, le président Bongo exige l'expulsion de Robert Long du territoire gabonais en lui intimant l'ordre de ne plus chercher à revoir son épouse. Mais cette dernière ne l'entendra pas de cette oreille. Venue accompagner son mari en visite privée à Paris, Marie-Jo décide de fausser compagnie au président pour une escapade amoureuse avec son amant dans un hôtel parisien, chambre 42, 4e étage. Alerté par les services de renseignement, le président débarque en personne dans l'hôtel où se trouvent les 2 tourtereaux. Courroucé,
Du haut de son mètre 51, il essaie de fracasser la porte de la chambre, se fait mal à la main et crée un scandale général. Un commissariat parisien intervient mais l'Élysée leur intime l'ordre de couvrir l'affaire et de la classer sans suite. Blessé dans son amour-propre et dans sa fierté, le président gabonais décide d'utiliser ses réseaux pour liquider sans autre forme de procès l'amant de son épouse. Le 27 octobre 1979, à 22h50, Robert Long, 39 ans, est abattu par deux inconnus sur le parking de sa résidence de Villeneuve-sur-Lot. L'enquête, dirigée par le commissaire Roger Marion, à l'époque chef de la section criminelle du SRPJ de Toulouse, prouvera qu'il s'agit d'un assassinat commandité par des membres de l'entourage du président du Gabon, M. Omar Bongo, dont l'épouse, Marie-Joséphine Nkama alias Patience Dabani, était la maîtresse de la victime. L'affaire criminelle débouche très vite sur une affaire d'État. Afin de taire cette affaire qui risque d'empoisonner les relations entre le Gabon et la France, l'État gabonais verse une forte somme d'argent en guise de dédommagement à la veuve de Robert Long. Mais c'est durant la campagne pour l'élection présidentielle de 1998 que culmina, 3 ans après le jugement à Paris du couturier Francesco Smalto, l'usage politique de la santé du président non seulement par les médias et les hommes politiques français, mais aussi par les habitants des quartiers des villes et des villages gabonais. L'affaire Francesco Smalto, qui fut jugée à Paris lors de la campagne présidentielle de 1995 qui opposait Jacques Chirac et Édouard Balladur, portait sur le motif suivant lequel le couturier parisien procurait au président Bongo des call-girls accompagnant la livraison de ses costumes pour un montant de 3 millions de francs français par an. 2 fois par an, Bongo père affrétait un avion de la compagnie nationale pour acheminer au palais quelques 70 valises bourrées de pièces des collections Smalto. Voyageant en première classe, des escort girls, blondes de préférence, étaient payées généreusement entre 5 000 et 15 000 euros pour passer du salon de présentation des costumes sur mesure à la chambre à coucher. Mais si Smalto fut condamné pour proxénétisme aggravé, le spectre de la mort fit son irruption dans cette affaire lorsque la presse française évoqua la séropositivité du président qui aurait eu des rapports sexuels non protégés avec les call-girls. En 1995, l'affaire créa une crise diplomatique entre la France et le Gabon. Ah, si les murs parlaient, le mal était fait et la figure présidentielle fut dès lors associée à celle, mortelle, d'une maladie liée au sexe et au sang. Cette maladie, cependant, avait dans l'imaginaire politique et social gabonais un statut ambigu qui manifestait l'exceptionnalité génétique des Gabonais, ils en auraient été protégés naturellement. Cette déclaration fut faite par un médecin gabonais dans les mêmes années où le président Mobutu amena dans sa délégation, lors d'un voyage aux États-Unis, un savant aérois dont la réputation fut faite sur la découverte d'un médicament supposé guérir le sida, le monsieur M1. Mais, si les Gabonais étaient censés être immunisés naturellement contre le sida, il n'en demeurait pas moins que l'association réalisée par la presse française en 1995 entre la figure présidentielle et cette terrible maladie fut le point de départ de toutes les rumeurs sur la santé du chef de l'État. C'est ainsi qu'en 1998, une rumeur qui courait à Libreville disait que le président ne finirait jamais son mandat, une fois élu, alors, au lieu de créer des violences inutiles dans le pays, il valait mieux voter pour lui. Sa mort réglerait naturellement la question de sa longévité et donc de l'alternance politique. S'agissant d'Edith, un malaise, voire une tension, au sujet du lieu de l'inhumation de son corps a troublé les esprits des Gabonais qui pensaient qu'elle serait enterrée au Gabon, le pays où elle a vécu comme première dame de la nation. Il semble qu'un compromis ait été trouvé entre le président Omar Bongo Ondimba et son beau-père Denis Sassou Nguesso sur cette question fort sensible et tout porte à croire que c'est au niveau de l'emblème national gabonais que les choses se sont jouées. Car le cercueil d'Edith Lucie Bongo était recouvert du drapeau gabonais jusqu'à sa dernière demeure au cimetière familial d'Edou, au Congo, village du président Sassou à quelques kilomètres d'Oygreko. La problématique de l'autochtonie et donc du lieu d'origine, en l'occurrence ici celui de la naissance du père d'Edith, a ainsi prévalu sur celle du lieu du pouvoir que représente Libreville. Mais ce que révélait, semble-t-il,
la revendication de la dépouille mortelle d'Edith Lucie Bongo par son père était surtout une accusation du meurtre de sa fille. En effet, l'autochtonie s'est révélée, dans cette affaire, comme thème ou arme de guerre lorsque des rumeurs circulant à Libreville ont présenté la première dame gabonaise comme une prétendante sérieuse à la succession de son époux. Certaines personnes auraient ainsi craint qu'une Congolaise ne dirige le Gabon, d'autant que son implication dans la campagne présidentielle de 2005 avait révélé son dynamisme pour rallier bien des voix à Omar Bongo Ondimba. Edith Lucie Bongo aurait donc été empoisonnée. En effet, après 3 ans de déclin, Edith Lucie, la fille du président congolais Denis Sassou Nguesso, meurt le 14 mars à 45 ans. Pour de nombreux Gabonais et Congolais, elle a été empoisonnée, victime des luttes internes à la famille. Dans cette saga digne des Borgia, le beau-fils, Ali Ben, fait figure d'accusé. Sa mère, Joséphine, devenue chanteuse après sa séparation avec Omar Bongo, n'a-t-elle pas commis un tube raillant sa remplaçante? Le mari est à nous tous, dit le refrain. Un soupçon, en tout cas, partagé par le chef de l'État congolais. Tu as tué ma fille, lance-t-il à Ali lors des obsèques. Quand Omar Bongo offrait un appartement à Miss France. Quel rapport avec l'ancienne Miss Sonia Rolland? Couronnée plus belle femme de France en 2000, Sonia Rolland devient un véritable symbole en Afrique. Née au Rwanda, elle est la première femme d'origine africaine à empocher le titre et est invitée à plusieurs reprises en Afrique où elle parraine des concours de Miss. Elle se rend notamment au Gabon, où elle rencontre Edith Bongo, la femme du président Omar Bongo avec qui elle se lie d'amitié. Elle participe à des dîners avec le couple présidentiel et au détour d'une conversation Edith Bongo lui fait part de son envie de lui faire un cadeau pour la remercier de l'image que je véhiculais pour l'Afrique, quelle était leur fierté, toujours selon le quotidien Libération. Le président du Gabon de 1967 à 2009 décide de lui offrir des parts d'une société civile immobilière avec un appartement dont elle est bénéficiaire dans le 16e arrondissement de Paris. On est en 2003 et Sonia Rolland est âgée de 22 ans, elle ne fait pas le rapprochement avec les affaires de corruption à l'encontre de Monsieur Bongo dans la presse. Elle visite le chantier et fait des réajustements avant d'obtenir les clés d'un logement évalué à 800 000 €. La découverte de cet appartement appartenant à Sonia Rolland est faite lors d'une enquête sur le patrimoine de l'ancien président gabonais. Cette affaire intervient bien avant l'idylle de la Belle avec Christophe Rocancourt, l'ex-escroc, avec lequel elle sera en couple de 2005 à 2008. Un montage financier occulte. En réalité, ce n'est pas le don d'Omar Bongo qui pose problème mais le montage financier utilisé pour acquérir ce bien immobilier. Sur le papier, le véritable acheteur est une société de décoration française qui avait une filiale au Gabon. L'entreprise détenait un compte dans une banque locale où étaient déposées pendant des années des valises d'argent en liquide livrées par des collaborateurs de Bongo, avant d'être virées sur le compte de la boîte française à Paris. De cette manière, Bongo aurait acheté une vingtaine de biens avec le même procédé pour un montant d'environ 40 millions d'euros. Les bénéficiaires des biens n'étaient autres que des proches du couple présidentiel. Selon Libération, Sonia Rolland aurait découvert ce montage financier le jour de son audition. Mais je ne pouvais pas refuser un tel don, justifie-t-elle avec regret. Entendue en audition libre par l'Office central de répression de la grande délinquance financière, OCRDF, en janvier 2021, Sonia Rolland avait déjà contesté les faits, je ne connaissais pas le mode de financement et je ne m'en suis pas intéressée, j'avais entendu parler de l'affaire Elf, mais je n'avais pas fait le lien, et je ne savais pas que la famille Bongo avait acquis autant de biens en France, a-t-elle expliqué. Son avocat, Maître Charles Morel met en avant la naïveté de sa cliente à l'époque. Ma cliente était âgée de 22 ans, elle sortait d'une période où elle a été projetée dans un univers dont elle ignorait tout. Elle s'est expliquée dans le détail sur les conditions d'obtention de ce cadeau qu'elle n'a pas sollicité. Elle reconnaît avoir fait preuve de naïveté mais conteste toute infraction. Mais, au final,
Le juge d'instruction en charge du dossier a estimé que Sonia Rolland aurait dû savoir que son appartement cadeau avait été acquis via un montage financier occulte. Trop des visiteurs fait mal au palais du bord de la mer. Les visiteuses qui se risquaient chez Omar Bongo Ondimba espéraient beaucoup du « boss », notamment en termes financiers. Tous les soirs, on en voyait venir avec le sac vide et repartir le sac plein d'argent. Moi, Ali, j'étais dans un coin, car c'était la maison de mon père. Je préparais le sac et je voyais tout. On me disait, tu vois, mais tu ne dis rien. Les histoires d'argent de la présidence Omar Bongo Ondimba, son fils et d'autres témoins pourraient en raconter de belles. Selon la légende, le malicieux Omar avait la manie d'enregistrer ces moments où, dans le secret de son bureau truffé de caméras, la visiteuse recevait le dit sac. Certaines étaient parfaitement informées de ce risque mais n'en avaient cure. L'homme donnait en quelques minutes compte non tenu des heures passées dans sa salle d'attente plus d'argent que l'on pouvait espérer en gagner en 10 ans, voire plus. Cela valait bien quelques sacrifices. Un célébrissime mannequin qui aimait les diamants dut ainsi condescendre à accepter 1 million d'euros en grosses coupures. Les gens savaient pour les caméras, mais qui connaissait toutes les facéties du « doyen ». Selon Yvette Santa Maria, une Miss Pérou invitée en 2004 à séjourner à Libreville, le bureau disposait aussi d'un système de portes coulissantes ouvrant sur une chambre à coucher. Seulement, la reine de beauté n'en avait pas été avertie par les organisateurs du voyage, trop pressés de plaire au président. Elle prit ses jambes à son cou et fit un scandale planétaire. Combien d'autres femmes du monde politique ou de la presse, notamment, ont-elles en revanche expérimenté ce changement de décor sans jamais s'en plaindre publiquement? Un président prodigue. Entre Miss Pérou et le président Bongo, un malentendu. Ce penchant du préide pour les femmes lui valut quelques ennuis. Voici l'histoire. Le 17 janvier, attirée par un lucratif contrat pour une douzaine de jours, Miss Pérou débarque à Libreville, invitée par les organisateurs de Miss Humanité, un concours de beauté. Yvette Santa Maria est présentée à Omar Bongo. Le Gabon est un pays où, quand on souhaite un appui ou de l'argent, on fait un cadeau, expliquera plus tard, au quotidien péruvien El Comercio, la reine de beauté. Ne parlant ni anglais ni espagnol, le président Bongo n'aurait pas perdu son temps en vaines paroles. Est-il vrai que, d'un mur recouvert de boiseries, un lit encastré est sorti à la commande, présidentielle, d'un bouton? C'était très confus, esquive Miss Pérou, mais je me dois d'insister qu'à aucun moment le président Bongo n'a été agressif à mon égard. Pour elle, il s'agit seulement d'un « malentendu ». Pour Yvette Santa Maria, le président gabonais n'était probablement pas impliqué dans ce « piège » tendu par l'organisatrice du « concours de beauté », une Argentine, qui lui avait proposé 800 € pour une semaine de travail. L'ambassadeur du Pérou à l'ONU a demandé des explications à son homologue gabonais. Or, avant même le retour de sa fille à Lima, le père d'Yvette Santa Maria n'a pas été avare de détails. Les journaux péruviens ont brodé sur une « tentative de séduction » avec séquestration, saut périlleux de leur Miss nationale pour sortir du véhicule des gardes d'Omar Bongo, intervention salvatrice d'Interpol. Lima a demandé des explications sur un « trafic d'individus » au chargé d'affaires du Gabon à l'ONU. En réponse, Libreville a dénoncé une attitude inamicale, des accusations aussi grossières que mensongères, voire des intentions machiavéliques dont le but inavoué est de nuire, une fois encore, à la réputation du Gabon et de son président. Au fil de plus de 40 années de pouvoir ininterrompu, Omar Bongo a placé sa famille au cœur de l'État, qui est omniprésente dans le gouvernement gabonais comme dans l'administration, l'économie ou les médias. Au fil de plus de 40 années de pouvoir ininterrompu, Omar Bongo a placé sa famille au cœur de l'État, qui est omniprésente dans le gouvernement gabonais comme dans l'administration, l'économie ou les médias. Première dissension au sein de la famille. Dans ses dernières volontés, Omar Bongo avait choisi de faire des deux aînés, Pascaline et Ali, les seuls légataires universels de son immense fortune.
Il est évoqué aussi toutefois 55 héritiers impliqués pour un patrimoine entre 500 millions et 3 milliards d'euros. Des biens immobiliers, des parts dans des sociétés, des comptes bancaires aussi dont 2 à Monaco. Ali et Pascaline Bongo sont les 2 légataires universels. C'est-à-dire qu'ils se partageront, à eux deux, la moitié de l'héritage. En 2014, Pascaline Bongo, qui gérait la succession en qualité de mandataire unique, a été évincée par son frère. Réconciliation en 2019. Ali, Sylvia, Pascaline, Omar Denis Jr. Comment la famille Bongo s'est réconciliée? Brouillée, puis réconciliée, puis encore brouillée, la sœur du président gabonais et la première dame se sont une nouvelle fois rabibochées. C'est tout d'abord Pascaline Bongo, la sœur du président, qui s'est rapprochée de Sylvia Bongo Ondimba avec laquelle subsistaient des incompréhensions. La réconciliation, informe la lettre du continent, a été orchestrée par Betty Bongo, demi-sœur cadette de Pascaline et dame de compagnie de la première dame. La réconciliation entre Sylvia et Pascaline devrait avoir un effet de bord sur toute la famille. À commencer par Omar Denis Jr. Bongo, fils d'Omar Bongo Ondimba et d'Edith Lucie Bongo. Omar Denis Jr. Bongo est aujourd'hui décidé à se rapprocher de son demi-frère, le président Ali Bongo Ondimba, confirme un fin connaisseur du palais du bord de mer, de nombreux signes en attestent ces derniers mois, en veut-il pour preuve. Un autre, tout aussi bien renseigné, confirme d'ailleurs que c'est, via Pascaline que Omar Denis Jr. Bongo entend se rapprocher du président Ali Bongo. À l'évidence, ce qui se joue ici est bien plus qu'une réconciliation familiale mais déjà sans doute une partie de l'élection présidentielle de 2023. Deuxième dissension. Yamile Bongo Astier, fille d'Omar Bongo résidant à Manhattan, à New York, États-Unis, a porté plainte, le 19 juillet dernier 2022, à l'exécuteur testamentaire des Bongo. Estimant que sa grande sœur n'aurait pas joué franc jeu dans la succession, la plaignante lui réclame le versement de 32 milliards de francs CFA. La fille du défunt président du Gabon a volé des millions de la succession de papa, procès. Pascaline Mferi Bongo Ondimba, car c'est d'elle qu'il s'agit. Elle aurait rédigé un document se faisant l'exécuteur testamentaire, sans le consentement de son père ou des autres héritiers, selon la plainte déposée mardi. Yamile Bongo Astier, une autre des 30 enfants du président, affirme que sa sœur aurait abusé de son rôle d'exécuteur testamentaire pour mentir sur la taille réelle de la succession et voler de l'argent pour elle-même, indique le dossier. Pascaline a refusé de montrer toute sa volonté à la famille et leur a dit que la valeur de la succession n'était que de 50 millions de dollars au lieu du vrai montant qui est de centaines de millions, selon la plainte. Pascaline a déformé au plaignant la nature des actifs de la succession, omettant des biens immobiliers de valeur et d'autres actifs appartenant à la succession, indique la poursuite. Elle aurait ensuite transféré les actifs à elle-même, à 4 autres personnes et à 2 sociétés qui sont toutes répertoriées comme défendeurs dans l'affaire, selon les documents judiciaires. Au lieu de comptabiliser la succession et de distribuer les actifs, Pascaline a utilisé l'argent pour financer le style de vie extravagant des accusés, affirme la poursuite. Elle aurait utilisé l'argent pour payer des jets privés pour des voyages personnels, des vacances, des bijoux, des produits de luxe et des maison pour elle-même et ses enfants, et d'autres, indique le procès. Yamile Bongo Astier et sa fille Sacha Bongo Astier poursuivent pour au moins 50 millions de dollars. Le duo mère-fille a porté plainte à Manhattan car ils résident tous les deux à New York. Le demandeur a respecté la tradition culturelle et a attendu plus d'une décennie pour une comptabilité de la succession, a déclaré son avocat, Kenneth Sussman, dans un communiqué. Le demandeur a intenté cette action à contre-séure pour clore cette affaire douloureuse, attendons voir la suite. Affaire bien mal acquis au Gabon, Pascaline Bongo et 4 autres de ses frères mis en examen par la justice française. Cela porte au moins à 9, le nombre d'enfants du défunt président gabonais Omar Bongo Ondimba cité depuis le mois de mars 2022.
Le dossier des « bien mal acquis » gabonais, vieux de 15 ans, est relancé. La justice française a confirmé avoir mis en examen en juin et juillet 2022, 5 fils et filles d'Omar Bongo Ondimba. Parmi les intéressés figure surtout Pascaline Bongo, l'ancienne directrice de cabinet d'Omar Bongo Ondimba, et Omar Denis Junior Bongo, lequel est également le petit-fils du président congolais Denis Sassou Nguesso. Sont également concernés Jeanne et Joseph Matoua, enfants d'Omar Bongo Ondimba et de Patricia Thérèse Matoua. Ceux-ci ont été mis en examen pour recel de détournement de fonds publics, de corruption active et passive, de blanchiment et d'abus de biens sociaux. C'est tout un clan familial. La justice française les soupçonne d'avoir, sciemment, bénéficié d'un important patrimoine immobilier, frauduleusement, acquis en France par l'ancien président gabonais. La valeur de ces biens a été évaluée à au moins 85 millions d'euros. C'est tout un clan familial qui va devoir rendre des comptes, a réagi maître William Bourdon, avocat de Transparency International France, partie civile dans le dossier. Ali Bongo Ondimba pas concerné. Cela ne concerne ni le président de la République, ni aucun membre de présidence de la République gabonaise, donc il n'y a pas à commenter, a déclaré Jessie Elae Koga, porte-parole de la présidence gabonaise. Pour l'avocate de Pascaline Bongo, maître Corinne Dreyfus-Schmidt, il y a dans cette procédure un anachronisme tant juridique que factuel. Avocat d'Omar Denis Junior Bongo, maître Jean-Marie Viala a quant à lui contesté la mise en examen de son client, sur la base du droit, non de la morale. Grace, Betty, Arthur et Hermine Bongo ont quant à eux nié avoir eu connaissance du caractère frauduleux de cette fortune. Ces richesses n'ont jamais profité aux Gabonais. Avec une superficie inférieure à 268 000 km² et 2 millions d'habitants, le Gabon est l'un des plus petits pays d'Afrique. L'un des plus riches aussi, avec ses ressources naturelles exceptionnelles, à commencer par le pétrole, dont l'exploitation est dominée par le géant français Total. Les nombreuses filiales d'entreprises françaises implantées dans le pays tirent profit des bois précieux et des ressources minières, manganèse, fer, uranium, diamants, etc. Longtemps, les inévitables pourcentages à concéder ont offert aux acteurs de la France-Afrique une précieuse chasse gardée. Avant la montée en puissance de la concurrence chinoise, sud-africaine ou encore brésilienne. Quoi qu'il en soit, ces richesses n'ont jamais profité aux Gabonais, privés d'infrastructures et de services publics de base. Ce peuple est bafoué depuis 50 ans. Une oligarchie s'est accaparée toutes les richesses du pays, tandis que les 2/3 de la population croupissent dans la pauvreté. Il n'y a pas de logement, pas de route, pas d'école digne de ce nom et les hôpitaux sont des mouroirs. Le peuple ne doit plus continuer à se ranger derrière une telle famille. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Veuillez suivre les vidéos d'autres personnalités et autorités africaines sur notre chaîne YouTube Étoile 123 TV. Histoire d'amour ou affaire d'État. Le 27 octobre 1979, un Français d'origine guyano-indochinoise, Robert L., est abattu de 2 balles dans la tête par des tueurs devant son domicile à Villeneuve-sur-Lot. Un assassinat, commis de toute évidence par des exécuteurs professionnels. Mais qui pouvait en vouloir à ce modeste peintre décorateur? L'enquête démontre très rapidement qu'il faut regarder en direction de l'Afrique. En effet, elle y a récemment séjourné et à cette occasion, il aurait noué une idylle avec l'épouse d'un chef d'État particulièrement susceptible et jaloux. Ce président s'est-il vengé de l'homme responsable de son infortune conjugale? C'est la première idée qui vient à l'esprit des enquêteurs qui cherchent à identifier les tueurs et leurs complices afin de remonter jusqu'au commanditaire. Mais la justice ne semble guère décidée à suivre. C'est si vrai que 8 mois seulement après l'assassinat de L,
le juge d'instruction chargé de l'affaire rend une ordonnance de non-lieu. Manifestement, le pouvoir politique, qui tient encore ses magistrats, n'a pas très envie qu'on découvre la vérité. Une vérité particulièrement embarrassante pour les autorités. Des services de police ont dissimulé sur ordre des documents importants et des officines parallèles ont été mêlées à l'affaire. Bref, il flotte au-dessus de ce dossier une forte odeur barbouzarde. Et en cherchant bien, on peut même y respirer quelques relents de pétrole. C'est en tout cas ce que pense Monsieur X, qui décidément connaît bien les affaires africaines. Un mot encore. Si je ne donne pas le vrai nom de L, c'est que ce chef d'État africain est vraiment très très susceptible. Il me semble que j'ai récemment entendu sur votre antenne un écrivain, un spécialiste de l'Afrique, qui a inventé une curieuse expression, la France-Afrique. Oui, je l'ai également entendu. C'était un matin dans Question Directe, si je me souviens bien, le livre de François-Xavier Verschave, je l'ai reçu, s'intitule Noir Silence. C'est bien ça, hein? Oui, c'est exact. Alors pourquoi France-Afrique? Parce que cette expression résume bien les rapports étroits et ambigus que nous avons longtemps entretenus avec les pays africains qui ont accédé à l'indépendance en 1960. Ouais, nous en avons souvent parlé ici même. Hein. Et l'actualité ne cesse de nous rappeler que les réseaux de droite puis de gauche, et quelquefois les deux ensemble, ont mis en coupe réglée ces pays francophones, avec la complicité de toutes les autorités. Oui, françaises et africaines. Bien entendu. Et cette affaire, elle, en est une parfaite illustration parce qu'elle met en lumière ce système et tous les liens obscurs que cela suppose. D'accord, alors, par où commence-t-on, hein? Je voudrais d'abord vous parler d'un endroit curieux, dans le Lot, près de Sainte-Livrade exactement. De quoi voulez-vous parler, là? Du CAFI, c'est-à-dire du centre d'accueil pour les Français d'Indochine. Un ensemble de baraquements, un ancien camp d'hébergement où ont été regroupées des familles essentiellement eurasiennes après notre départ d'Indochine. Des couples mixtes, donc? Oui, des soldats français mariés à des Vietnamiennes, et leurs enfants, bien sûr. Il faut noter que parmi ces anciens soldats se trouvaient pas mal de types eux-mêmes originaires de notre empire colonial. Et c'est là qu'a grandi l'homme dont je voudrais vous parler, Robert L. Ensuite, comme beaucoup d'autres jeunes du camp, il a quitté le CAFI et il s'est installé avec sa femme tout près, à Villeneuve-sur-Lot. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas allé très loin. Et c'est là qu'il a exercé son métier de peintre en bâtiment. Quel genre d'homme était-ce? Un garçon sportif, un peu rêveur, mais également un bon professionnel. Elle a même un petit talent de décorateur. Un garçon sans histoire. Tout à fait. Mais en 1975, sa vie bascule. Que se passe-t-il alors? Un de ses camarades d'enfance du CAFI, un certain Boy, lui propose de le rejoindre en Afrique. Où exactement? Écoutez, je préfère ne pas situer le pays. Mais pourquoi? Vous voulez vraiment avoir un procès? Non. Mais... Alors appelons ce pays, si vous le voulez bien, le Gwanda. Donc les époux, elle, et leurs deux enfants décident de partir. Parce que ce camarade lui a promis quelque chose, du travail? Oui, du travail très très bien rémunéré. Comme peintre? Peintre décorateur, oui. Boy, il y a de bonnes raisons pour ça. Il appartient à la garde présidentielle et il est très introduit dans l'entourage même de la famille du président. Appelons-le Douala. Encore un nom d'emprunt. Oui, c'est préférable, enfin je poursuis. Elle trouve rapidement du travail et en 1977, il se met à son compte. Seule ombre au tableau, Madame L ne se plaît pas en Afrique et elle préfère revenir à Villeneuve. Ouais, mais elle reste là-bas, lui. Oui, car ses affaires prospèrent. La sœur de l'épouse du président lui confie alors la décoration d'un magasin de vêtements dont elle est propriétaire. Le voilà lancé. C'est ça. Et un jour, dans ce magasin, il rencontre Marie-Rose Douala. Marie-Rose Douala, c'est l'épouse du président? Une très jolie personne qui ne laisse pas le peintre indifférent. Et elle? Écoutez, je veux pas me faire l'écho des ragots qui courent la capitale à l'époque, mais enfin, il faut bien dire que le ménage Douala a connu beaucoup d'orages. Soyez quand même plus précis. Hein. Bon, eh bien, sans rentrer vraiment dans le détail, le président a semble-t-il commis quelques écarts. Et Marie-Rose n'aurait pas été en reste. Enfin, il faut ajouter que jusque-là, la jeune femme n'a plus donné d'enfant à son mari et ça n'arrange rien. Voilà, conseiller conjugal. Oh, pardonnez-moi, mais c'est vous qui avez insisté. D'accord. Alors, Marie-Rose et elle. Bon, autant qu'on puisse le savoir, la présidente apprécie beaucoup le peintre. Il se revoit donc? Oui, comme vous pouvez l'imaginer, cette inclination de Marie-Rose pour le français ne passe pas inaperçue. Vous voulez dire que le président Douala est rapidement mis au courant? Bien entendu, le système qu'il a mis en place est tel que peu d'informations peuvent lui échapper. Par conséquent, il sait, et il n'apprécie guère. Jaloux? Très jaloux, oui, mais enfin, il y a autre chose. Je sais tout, c'est ça. L'affaire devient aussi politique.
Pour au moins deux raisons. La première, c'est que les incartades de Marie-Rose mettent à chaque fois le président dans un état dépressif tel qu'il n'a plus le goût de s'occuper des affaires de l'État. C'est en effet très préoccupant. Et la deuxième raison? Eh bien, la présidente appartient à un clan très puissant. S'il lui prenait l'envie de s'opposer à son époux, elle pourrait mettre en péril le pouvoir de ce dernier. Vous voyez donc que la vie privée de la présidente n'est pas sans importance dans la conduite des affaires gouvernementales. J'ai bien compris. Donc, le président sait, et comment va-t-il réagir? Violemment. Elle est arrêtée par la police. Il faut peut-être un prétexte, non? Il est accusé de trafic de drogue et de cassettes pornographiques. Il y a un peu de vrai là-dessous? Franchement, je n'en sais rien. Enfin, quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Ouais. Donc ces accusations, c'était des prétextes, soyons clairs. Quoi qu'il en soit, elle est d'abord mise au secret, puis les autorités rwandaises décident de l'expulser. Et on demande à ses amis de la garde présidentielle de le surveiller en attendant. Ses amis. Il y a celui qui l'a fait venir au Rwanda. Oui, le dénommé Boy, et un capitaine, lui aussi originaire du Kafi, un certain D. Et pourquoi eux? Parce qu'ils connaissent bien elle, et parce qu'on va bientôt leur confier une mission de confiance, mais enfin, n'allons pas trop vite. Ouais. Est-ce qu'elle a essayé de faire intervenir la présidente en sa faveur? C'est normal, non? Oui, mais la présidente a quitté le Rwanda. Elle a quitté l'Afrique, elle aussi. Mais pour quelle raison, là? Elle est furieuse contre son époux, et elle est partie bouder à Paris dans l'un des deux appartements que le couple présidentiel possède dans la capitale française. Alors la présidente est partie et elle va être expulsée. Oui, une expulsion très étrange. Très étrange. Je vous ai dit que ces deux amis de la garde présidentielle allaient être chargés d'une mission spéciale. Celle-ci consiste à accompagner elle jusque chez lui à Villeneuve-sur-Lot et de veiller sur lui pendant quelques jours. J'ajoute, et c'est très important, que les deux anciens du CAFI vont être eux-mêmes secondés par Carré, un ancien policier français qui dirige officieusement les services secrets rwandais. Ouais. L'affaire est donc jugée très considérable. Sans nul doute, songez que le voyage va s'effectuer dans l'avion présidentiel. C'est un charter très spécial. Comme vous dites, oui. Mais attendez, pourquoi faut-il surveiller elle chez lui? Pour l'empêcher de revenir au Rwanda? Non, mais parce que Marie-Rose se trouve toujours à Paris. Ah ouais, alors il faut pas que elle lui rende visite, c'est ça? Exactement. D'accord, mais les deux hommes de la garde présidentielle rwandaise, là, et ce type des services secrets, ne disposent d'aucun pouvoir de police en France. C'est vrai. Et pourtant, tout va se passer comme s'ils avaient réellement l'exorbitante de séquestrer un citoyen français sur le sol français. C'est extraordinaire, ça, à raconter. Ça commence à l'aéroport de Mignane, où l'avion présidentiel se pose en janvier 79. Attends, une question avant. Est-ce que le Rwanda a prévenu Paris, là? Oui, les plus hautes autorités policières françaises ont été informées. Et vous en avez la preuve? Tout à fait. Le directeur départemental de la police du Lot et Garonne a été averti par la place Beauvau, et la PAF, la police de l'air et des frontières, comme on l'appelait encore, a été également prévenue. Et à Marignane, avant même que l'avion présidentiel ne se pose, on sait qui sont les passagers, et on sait pourquoi le nommé L est expulsé. C'est lié avec la présidente? Bien sûr que non. Il est seulement question des accusations qui ont été montées contre lui. Ouais. Et comment ça va se passer alors quand l'avion atterrit? Elle et ses anges gardiens sont immédiatement conduits dans le bureau du commissaire de la PAF. Ils sont passés par le circuit habituel? Non. Et là, Carré, l'ancien policier qui dirige les services secrets rwandais, demande tout simplement une voiture de police et une escorte pour convoyer elle à Villeneuve-sur-Lot. Pierre Péan, dans son livre Affaires africaines, a mené une longue enquête sur ce dossier. Voici comment il raconte l'arrivée à Marignane de l'avion du président Douala, continuons de l'appeler ainsi, et la comparution des 4 hommes devant le commissaire Otavi. Et cela commence de façon assez pittoresque. Je cite Péan. Carré fournit à Otavi des raisons de sa présence à bord de l'avion différentes de celles qu'il donnera ensuite à la justice. Ils seront à Paris pour faire des emplettes de képi et calots pour certains fonctionnaires qui ne peuvent se fournir en Afrique car ils ont la tête trop grosse. Il affirmera par la suite aux policiers chargés de l'enquête sur l'affaire L que sa mission principale était d'accompagner Robert L. Les policiers de la PAF, la police des frontières, prennent des photocopies des passeports. Carré est dispensé de cette formalité en tant que patron du contre-espionnage rwandais. Il photocopie aussi le décret d'expulsion de L. Carré se comporte dans le bureau de la PAF comme s'il était dans ses services en Afrique. Il s'adresse avec quelque condescendance au commissaire Otavi, explique les raisons de l'expulsion de L. L'inspecteur de la PJ, arrivé de Marseille quelques minutes plus tôt, ne peut s'empêcher de sourire quand Carré parle des 50 grammes de hashish saisis sur L. C'est tellement peu par rapport aux affaires importantes qu'il a l'habitude de traiter. D'un ton autoritaire, Carré demande alors une escorte et une voiture de police pour que les officiers rwandais ramènent L à Villeneuve-sur-Lot. Surprise d'Otavi, L est français.
Il est donc libre de ses mouvements puisque rien ne lui est reproché en France. Ce que Carré demande à la police française, c'est de se faire la complice active d'une séquestration arbitraire. Ottavie téléphone à son directeur régional de Marseille, puis au cabinet du préfet délégué pour la police à Marseille. Le nombre de policiers et de fonctionnaires ayant eu à connaître du cas L s'accroît d'autant. Le livre de Péan a été publié chez Fayard. À l'aéroport, devant les exigences de l'homme des services secrets rwandais, les policiers font de la résistance. Parce qu'ils n'ont pas envie de s'embarquer dans une affaire qui leur paraît louche. Exactement. En outre, elle confie discrètement à l'un des policiers présents les vraies raisons de son expulsion. Marie-Rose. Oui. Et il est visiblement très effrayé. Par conséquent, les policiers entendent être prudents. Mais le nommé Carré n'est pas décidé à en rester là. Et finalement, excédé, il tend une petite carte au commissaire. Il y est mentionné le numéro de téléphone direct d'un important personnage. Qui ? Écoute, je sais pas exactement, ni précisément, mais cet homme doit se trouver à Matignon, peut-être même à l'Élysée. En tout cas, un simple coup de fil suffit à aplanir miraculeusement toutes les difficultés. Et ces difficultés, alors, c'était... Elle et les deux hommes de la garde présidentielle sont conduits dans une voiture de la PAF à la gare Saint-Charles. Et là, ils prennent le train pour Villeneuve-sur-Lot. Et le nommé Carré, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, fait pas partie du voyage. Boy et Day l'ont assuré qu'il s'occuperait de tout. Je dois aussi ajouter que le commissaire de la PAF a pris soin de se couvrir, il a tenu informer sa hiérarchie. D'accord, mais enfin... Il n'empêche qu'il a quand même en partie accédé à la demande des Rwandais. Ah, raison d'État, monsieur Pénaud. Oh, admettons. Elle est donc conduite sous bonne garde chez lui, là. C'est ça, oui, sous bonne garde, comme vous dites. Encore que les rapports entre ces deux anges gardiens et lui soient étranges. Ils viennent tous les trois du CAFI, ça crée forcément des liens, une certaine solidarité. Ouais. Enfin, ils ont quand même une mission de surveillance à exécuter. C'est vrai. Enfin, vous allez le voir, ils vont commettre des erreurs. En attendant, c'est toujours aussi ahurissant, après avoir conduit elle dans sa famille, les deux hommes de la garde présidentielle se présentent au commissariat de Villeneuve-sur-Lot. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils expliquent en quoi consiste leur mission. Surveiller elle. Surtout l'empêcher d'aller à Paris. Ah oui, ou séjour de la présidente. Je ne pense pas qu'ils donnent ce détail croustillant, mais en tout cas, ces deux hommes qui ont toujours la nationalité française produisent leur ordre de mission de la présidence rwandaise. Ouais. C'est donc une sorte de demande d'accréditation auprès de la police française. Ouais, en tous les cas, ça y ressemble. Et ils précisent aux policiers qu'ils sont armés. Illégalement armés. Évidemment. Et ça n'étonne pas les flics du commissariat de Villeneuve. Non, d'abord parce qu'ils ont été préalablement informés, je vous l'ai dit, et ensuite ces policiers sentent bien qu'il s'agit là d'une affaire délicate et qu'il convient de ne pas faire les malins. Alors, revenons sur l'exécution de la mission de Boy et l'autre, là, comment vous l'appelez déjà D. Ah oui, D. Ouais. Vous m'avez dit qu'ils vont commettre des erreurs. C'est juste. Elle parvient 2 jours durant à leur fausser compagnie. Une disparition que les deux hommes signalent d'ailleurs consciencieusement au commissariat. On est en plein délire. Hein. Vous avez parfaitement raison. Et que fait elle pendant ces 2 jours là où il disparaît Vous l'imaginez bien, elle est partie à Paris. Retrouver Marie-Rose. Naturellement, elle a loué un avion-taxi. Alors non seulement il est amoureux, mais il dispose de moyens financiers importants. C'est certain, oui. Et d'où vient l'argent? Mystère. Mais plus tard, on retrouvera beaucoup de bijoux chez elle. Des bijoux qui auraient pu être donnés par Marie-Rose? C'est une possibilité, mais enfin avançons. Selon toute évidence, elle voit donc la présidente. Et c'est très risqué, car le président lui-même se trouve à Paris, dans l'autre appartement que possède le couple. C'est du vaudeville, maintenant. C'est pas fini, attendez. Après ces 2 jours d'escapade, là, elle revient donc chez lui. Et toujours en avion-taxi. Il retrouve sa femme et ses 2 anges gardiens. Pas contents, ces deux-là. Bien sûr, parce qu'ils ont failli à leur mission, et à mon avis, ils ont dû se faire sérieusement enguirlander. Or, on leur demande de renforcer leur surveillance. Pourquoi Parce que le couple présidentiel rwandais est reparti en Afrique. Mais il doit bientôt faire un nouveau voyage à Paris, au début février, je crois. Et comme dans la capitale rwandaise, on n'a plus qu'une confiance limitée dans les aptitudes de Boy et Day, on décide d'employer les grands moyens. Les grands moyens, c'est-à-dire Écoutez bien. Ainsi qu'il est prévu, les Douala sont donc de retour à Paris. Comme c'est l'usage, les 2 appartements présidentiels des Douala sont protégés par des policiers du service des voyages officiels, les VO comme on dit. Oui, ça c'est légal. Oui. Mais ces policiers découvrent à proximité de l'immeuble où séjourne Marie-Rose 2 voitures occupées en permanence par des hommes. Et tout naturellement, ils font leur travail et demandent à ces passagers de décliner leur identité. Or, ceux-ci refusent et laissent entendre qu'ils sont de la maison. Des policiers, donc. Oui. Et comment réagissent les vrais policiers, si je puis dire, des voyages officiels? Ils laissent tomber. Mais le lendemain et le surlendemain, les types sont toujours en planque. Et ils refusent une nouvelle fois de montrer leurs papiers. Alors le patron des VO prend un coup de sang. Il appelle police secours et il fait embarquer les types. Ils sont 4, dans un panier à salade. Et tout le monde se retrouve au commissariat? Et là, effectivement, on s'aperçoit que ces hommes sont des policiers appartenant à différents services. Est-ce qu'ils sont en mission, en mission officielle? Non, pas du tout, ils sont en congé.
Ils ont été recrutés par un certain De Bizet pour exécuter cette mission de surveillance. De Bizet, c'était le patron du service d'action civique, le SAC. Lui-même, De Bizet, qui, tout en étant le patron du SAC, exerce aussi des fonctions de conseiller pour la sécurité auprès de la présidence rwandaise. Et ces policiers en congé, là, appartiennent aussi au SAC. Bien sûr. Ça se termine comment, tout ça? On passe l'éponge. À l'époque, la carte tricolore du SAC est encore un vrai sésame. Mais la conséquence, c'est que Marie-Rose est désormais délivrée de cette pesante surveillance et elle va en profiter. Ouais. Bah oui, mais attendez, elle, il est toujours à Villeneuve-sur-Lot. C'est exact, mais il va pas tarder à s'éclipser une nouvelle fois. Ils seront tout de suite à Paris. Bien entendu. Et il rencontre la présidente? Oui, c'est la complicité de l'entourage de Marie-Rose. Il parvient à entrer en contact avec cette dernière et c'est le vaudeville que je vous annonçais. Ah, racontez le vaudeville. Les retrouvailles ont lieu dans un petit hôtel du centre, mais soudain on entend un tohu-bohu dans le couloir. C'est le président rwandais en personne qui frappe à la porte. Le vacarme est tel que l'hôtelier appelle la police. Alors vous imaginez la scène. Scandale aussi. Oui, heureusement un policier des voyages officiels s'interpose et au commissariat du quartier on s'empresse d'oublier l'incident. Aucune trace? Aucune, non. Toujours la raison d'État. Évidemment, elle et Marie-Rose vont encore se revoir une ou deux fois et puis ce sera fini. Mais elle a commis une énorme imprudence. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a gardé un témoignage de ses rencontres avec la présidente. Témoignage? Des enregistrements sonores. C'est délicat. Oui, vous avez raison, mais en exécutant ces enregistrements, elle a sans doute voulu prendre une sorte d'assurance sur la vie. Et il le paiera très cher. Revenons un instant sur la surveillance de Madame Douala, surveillance assurée à l'initiative de Pierre De Bizet, secrétaire général du SAC. À la suite de la tuerie d'Oriol, une commission parlementaire a enquêté sur les activités du SAC et cela débouchera d'ailleurs sur l'interdiction de cette organisation. Dans le rapport publié par cette commission, j'ai trouvé ceci. On citera enfin comme particulièrement exemplaire la protection privée effectuée à la demande de M. Pierre De Bizet les 5 et 6 février 1979 et concernant la personne de Mme Douala, épouse du président de la République rwandaise, par 4 fonctionnaires de police, 2 inspecteurs et 2 enquêteurs, dont 2 étaient à ce moment placés en congé de maladie. Interrogé sur cette affaire, qu'il a d'ailleurs qualifiée de petit incident, Monsieur Alain Montaras, directeur du service des voyages officiels du ministère de l'Intérieur de 1971 à 1979, précisait devant la commission. Ils ont dû le faire à titre tout à fait personnel, de même qu'il y a des gens qui travaillent au noir, il y a des policiers qui font ce que dans le jargon du métier on appelle la tricoche, un peu de police privée. Police privée ou police parallèle, ne jouons pas sur les mots. Ce qui est sûr, c'est qu'à une époque où, selon certains, le SAC n'aurait plus été en odeur de sainteté, son secrétaire général n'hésite pas, cependant, à recourir au service de 4 policiers en activité, dont un inspecteur de la DST et un enquêteur des renseignements généraux de la préfecture de police. Elle ne va donc jamais revoir Marie-Rose? Non. Toutefois, c'est évident, il est toujours amoureux. Et il va multiplier les initiatives pour essayer de reprendre contact avec elle. En vain. Mais tous ces efforts, vous le pensez bien, ne passent pas inaperçus. Il y a en outre quelque chose qui inquiète beaucoup au Rwanda. Quoi, À tort ou à raison, elle est persuadée que Marie-Rose est enceinte de 16 heures. Attendez, vous m'avez dit qu'elle était jusque-là stérile. Oui, mais vous imaginez les conséquences si c'était la vérité. Enfin, inutile de vous faire un dessin. Je crois comprendre, mais... Oui, le scandale. Mais enfin, est-ce qu'elle continue à être surveillée? Oui, mais plus par les mêmes. Ça veut dire que les pseudo-amis de la garde présidentielle, là, sont repartis? Oui, mais je suis certain que ses allées et venues sont observées et que ses conversations téléphoniques sont écoutées. D'ailleurs, l'ordre est venu du plus haut et transmis aux autorités policières. On doit garder l'œil sur elle. Du plus haut, avez-vous dit, hein? Enfin, je crois que j'ai été clair. À l'Élysée, même si Foccart n'est plus en fonction, il existe toujours une cellule africaine. Ouais. Donc elle fait l'objet d'une surveillance policière. Policière et privée. Et privée toujours. Je vous ai déjà prouvé que certaines officines parallèles n'avaient rien à refuser au maître du Rwanda. En outre, on fait comprendre clairement à elle qu'il a tout intérêt à renoncer à revoir Marie-Rose. Des menaces? Bien sûr, mais elle n'entend rien. Il continue à écrire à Marie-Rose, il essaie de lui téléphoner. À chaque fois qu'un Rwandais proche de la présidence vient à Paris, elle se précipite et demande des nouvelles de Marie-Rose. Bref, ce type est impossible. Puis, attendez, il y a ces enregistrements qui sont en sa possession. Tout à fait. Alors, dans ces conditions, le pire est prévisible. Ouais, le pire. Et elle ne se rend compte de rien? Je ne sais pas. Il rêve. Il pense qu'il est toujours aimé. Enfin, il vit dans un autre monde. Ouais, alors, le pire? Fin octobre, elle se rend à Paris pour rencontrer un Rwandais qui travaille à la présidence.
Puis accompagné de sa sœur, il revient en voiture à Villeneuve-sur-Lot. Il fait nuit quand il se gare sur le parking devant l'immeuble où il habite. Et soudain, 2 hommes descendent d'une petite voiture et s'approchent de son véhicule. Que fait elle Il sort à son tour et marche en direction des 2 hommes. Il n'a donc pas peur, hein? En tout cas, ça voudrait dire qu'il connaît ces 2 hommes, des blancs, dira sa sœur. Et là, que se passe-t-il, là, sur ce parking? Un des 2 hommes sort une arme et tire sur elle, pratiquement à bout portant. 2 balles dans la tête, elle meurt instantanément. Ça ressemble à du travail de professionnel, hein? Contestablement, oui. Et ça veut dire aussi qu'elle était attendue. Oui, enfin les tueurs avaient eu des informations précises sur l'heure du retour de elle. Mais ça ne vous étonnera pas puisque je vous ai dit qu'il était surveillé en permanence. Et la police Elle n'était naturellement pas là. Vous insinuez que les tueurs auraient eu des complices dans la police? Tout est possible. Et l'enquête? Elle est menée très sérieusement par un commissaire de la PJ qui fera beaucoup parler de lui plus tard, Roger Marion. Ah, en effet, oui. Et donc cette enquête? Elle établit sans difficulté que l'assassinat de elle a une relation directe avec la liaison de ce dernier avec l'épouse du président Gwandé. Ouais, la filière rwandaise. Oui, mais Marion a les plus grandes difficultés à rencontrer les témoins utiles. Et disons-le tout net, ses collègues des autres services ne sont guère pressés de lui donner des informations. Pourtant, je vous l'ai dit, elle était surveillée. Bref, enfin, on lui met des bâtons dans les roues à Marion. Oui, quant au juge d'instruction, il zèle, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est si vrai qu'il prononce très vite un non-lieu. Il a subi des pressions? Ça me paraît vraisemblable. J'ajoute à la décharge de ce magistrat que de nombreuses pièces ne lui ont pas été communiquées. Certains rapports de police en particulier. Donc c'est un étouffement de l'affaire. Ça en a tout l'air en tous les cas. Il faudra l'arrivée de la gauche au pouvoir, les révélations de vos confrères du Canard enchaîné, et l'acharnement de l'avocat de la famille L pour que le dossier soit rouvert. Est-ce qu'on découvre alors des éléments nouveaux? Oui. La presse publie des documents prouvant qu'elle avait fait l'objet d'une surveillance policière. Une surveillance demandée en haut lieu. Donc il est trop tard, alors. Oui, pas pour très longtemps. En 1983, un nouveau non-lieu sera prononcé. Alors gauche et droite, même combat? Je ne sais pas, mais enfin c'est vrai que les nouveaux dirigeants français n'avaient guère envie de se fâcher avec notre ami Douala. Toutefois, il y a aussi autre chose. Autre chose, je vous écoute. Le non-lieu a été prononcé parce que la famille, elle, s'est désistée. C'est-à-dire que la famille de la victime a retiré sa plainte? Oui. Il y a eu un arrangement financier par exemple? Encore une fois, tout est possible, mais pour être tout à fait honnête, il faut dire que la famille, après la mort de elle, a subi de nombreuses pressions et menaces. Pourquoi? Certains voulaient sans doute récupérer les enregistrements embarrassants détenus par elle. Enfin, certains, mais plus précisément qui? Ces gens-là ne sont pas trop difficiles à identifier. Au Rwanda, tout petit pays, il y a beaucoup de pétrole. Il existe des personnages dont pas mal sont issus de nos services secrets qui s'empressent autour du président Douala. Des barbouzes. Appelons-les comme ça, si vous voulez. Et ces barbouzes agissent par intérêt? Bien sûr. Officiellement, il s'agit pour eux de défendre les intérêts économiques de notre pays et d'Elf en particulier. Officieusement, il s'agit aussi de faire de fructueuses affaires et de financer à l'occasion des partis politiques français. Mais ce que je vous dis là n'a rien d'original. Aujourd'hui, on en parle presque tous les jours dans les journaux. Donc ces hommes-là sont tout dévoués aux autorités rwandaises. Naturellement, ils n'ont rien à leur refuser. Ouais, d'accord, mais enfin, pour revenir à l'assassinat de elle, après tout ce que vous m'avez dit, on peut penser que l'ordre de l'éliminer est venu du Rwanda. De la présidence, vous voulez dire? Ça me paraît évident. Non. Ces hommes dont nous venons de parler ont en quelque sorte voulu faire un petit cadeau au président Douala. D'accord, je sais que ce mot cadeau est épouvantable, mais je vous assure qu'il correspond bien à la vérité. Vous voulez donc dire qu'ils ont voulu faire plaisir au président, le débarrassant d'un homme qui avait osé lever les yeux et peut-être autre chose sur son épouse? Je crois que c'est la vérité. Et ils en attendaient à leur tour une récompense? Sans nul doute. D'ailleurs, si vous vous intéressez de très près aux événements qui ont suivi l'assassinat de elle, vous vous apercevrez que certains de ces hommes ont été promus, mais enfin je peux pas vous en dire plus. Et les tueurs eux-mêmes? On a parlé de policiers qui auraient travaillé pour une société de surveillance liée à ces mêmes hommes dont je viens de parler, mais je n'y crois pas trop. Je pense plutôt qu'il s'agit de mercenaires ou de tueurs du milieu. Un contrat? Un contrat, oui. J'ajoute un dernier élément qui ne manquera pas de vous intéresser. Vous vous souvenez de la tuerie d'Oriol? Ah oui, le massacre par des hommes du SAC d'un inspecteur de police et de sa famille. Un inspecteur qui appartenait lui-même au SAC. On a dit que les tueurs voulaient récupérer des documents que possédait cet inspecteur. Des documents qu'il menaçait de rendre publics. Je pense que parmi ces documents se trouvait quelque chose qui avait un rapport avec l'affaire L. Des cassettes, les enregistrements que elle avait fait lors de ses relations avec la présidente? Pourquoi pas? La presse, surtout après mai 1981, s'est beaucoup intéressée aux amours de Marie-Rose Douala et à cette affaire L qui ne sera jamais élucidée, et dont la conclusion sera une ordonnance de non-lieu rendue le 14 mars 1983. Alors,
Une dernière fois, je reviens au livre de Pierre Péan publié chez Fayard, Affaires africaines. Le journaliste d'investigation y met en cause à plusieurs reprises des hommes regroupés au sein de ce qu'il appelle le clan des Gwandais. Des Français qui ont tous plus ou moins appartenu au service de renseignement. Et je lis, page 226, l'hypothèse la plus sérieuse pour expliquer le crime de Villeneuve-sur-Lot reposerait sur une action du clan des Gwandais. L'agitation fébrile de L, ces documents compromettant le risque de faire éclater une guerre fatale entre le clan de Madame et le clan de Monsieur, notamment dans l'éventualité où Marie-Rose aurait été vraiment enceinte, menaçait en effet le pouvoir en place au Gwanda. D'une certaine façon, on peut dire que c'est la liaison de Marie-Rose et de Robert qui constituait une entreprise de déstabilisation du régime Douala. Le service action du clan aurait ainsi prévenu les désirs du président gwandais. Une fois le gêneur supprimé, le clan aurait exercé de fortes pressions sur Douala pour qu'il renvoie l'ascenseur. On peut imaginer que le président gwandais n'a pas pleuré la mort de L. La rumeur laisse naturellement entendre qu'il aurait même manifesté sa reconnaissance financière aux auteurs de ce drame. Il semble bien également que certains seraient allés jusqu'à envisager, à l'intérieur du clan, de supprimer la source de tous les maux, Marie-Rose.